Rome en crise, de la République à l'Empire. Plusieurs facteurs expliquent la crise de la République au 1er siècle avant Jésus-Christ. Après pratiquement 500 ans d'équilibre entre les différents composants de la société romaine, un déséquilibre de plus en plus grand se produit et il est dû aux guerres et à l'impérialisme romain. Ce qui a fait le succès de Rome va aussi causer sa perte, puisque l'enrichissement est surtout l'enrichissement de l'élite. Les patriciens deviennent de plus en plus riches, ils gagnent grâce aux guerres des terres de plus en plus nombreuses et des esclaves pour travailler dessus. Du coup, les plébéiens, les pauvres, s'appauvrissent, puisqu'il y a de moins en moins de travail, ils sont remplacés par des esclaves, et il n'y a toujours pas plus de terres pour les accueillir. En plus, Rome est devenue cosmopolite, il y a des troubles qui sont liés à l'immigration. Rome, ce n'est plus que des Romains. Il y a d'abord eu une immigration italique, les autres peuples d'Italie, ensuite hellénique, des Grecs, et puis tous les peuples de l'Orient, de la Méditerranée, sont arrivés à Rome et se sont mélangés. Et il y a de moins en moins de Romains d'origine, puisqu'il y a un déclin démographique, les divorces sont nombreux, un individualisme de plus en plus fort et la multiplication des esclaves. Il y a une crise des convictions religieuses et des rituels traditionnels. Les Romains croient de moins en moins dans leur pietas et s'intéressent de plus en plus aux religions orientales. Il y a d'ailleurs un mélange assez fort des religions, ce qu'on appelle le syncrétisme des dieux orientaux comme Isis, comme Mitra, ou des dieux gaulois, des dieux carthaginois font leur apparition à Rome et se mélangent aux rites traditionnels. L'amalgame romain se retourne finalement contre eux aussi. Il y a le discrédit des autorités politiques traditionnelles. Il y a de plus en plus de crises et de disputes entre les partis politiques. Et donc, les gens ont envie d'une autorité forte face au désordre des factions qui n'arrêtent pas de s'affronter dans la République et qui n'arrêtent pas d'essayer de s'emparer du pouvoir. Il y a, dit l'historien David Engels, des analogies, donc des similitudes entre la crise de l'identité de l'Europe aujourd'hui au XXIe siècle et la crise de la République romaine tardive au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il y a 2100 ans, comme aujourd'hui, la question de l'appartenance ethnique, le comportement démographique, les traditions familiales, l'identité culturelle, religieuse, intellectuelle et artistique, et puis la question de la sécurité, de la politique finalement, sont devenues tellement conflictuelles que selon cet historien, la résolution de cette crise va soit passer par une explosion du système pour trouver sa résolution, ou soit par un retour en force à un autoritarisme très conservateur. Et c'est vrai que lorsqu'on voit l'actualité politique et la puissance de plus en plus grande en Europe des mouvements nationalistes et autoritaires, on peut se poser la question de la survie de l'Union européenne aujourd'hui. Ce qui déséquilibre Rome, ce sont les guerres civiles entre deux partis principalement, ceux qu'on appelle les populares, qui sont plutôt des démagogues et qui donc vont essayer arriver au pouvoir grâce à des promesses au peuple, en étant soi-disant proche du peuple, en faisant tout pour le peuple. Et les optimates, qui sont des traditionalistes, qui sont contre le vote du peuple, contre l'intervention du peuple, et qui favorisent plutôt le Sénat. Et ça finit par détruire l'équilibre de la Res Publica, ce fameux SPQR. L'équilibre est détruit entre le Sénat et le peuple. Et donc le peuple va effectivement soutenir des personnages comme Marius, qui va s'emparer du pouvoir, qui va devenir dictateur, et le Sénat va répliquer en faisant l'affrontement entre Sylla et Marius, la première guerre civile entre 80, en tout cas qui se termine entre 87 et 82, lorsque Sylla s'empare du pouvoir. Il va mettre en place une dictature encore plus effrayante et effroyable, où on va massacrer les partisans de l'autre camp. Et donc va se mettre en place, après Sylla, la domination de Pompée, qui de façon très intelligente décide de s'allier avec César, le chef de la faction des populares, et également avec Crassus, l'homme le plus riche de Rome,
qui lui permettrait d'avoir le pouvoir à Troie. Mais ce qui se passe évidemment, c'est que suite à la disparition de Crassus lors d'une campagne militaire, César part en Gaule. Sa conquête de la Gaule le rend immensément riche et à la tête de beaucoup de légions. Et il revient, et c'est la guerre civile entre Pompée et César de 49 à 45 avant Jésus-Christ, où César s'empare du pouvoir. Finalement, ça fonctionne comment, comment arriver au pouvoir, comment César est arrivé au pouvoir? D'abord, il faut distribuer plein de faveurs au peuple, à la plèbe. De la nourriture, des jeux, construire de nouveaux bâtiments, faire de la propagande pour devenir le plus populaire. Il y a les assassinats, il y a les conspirations. D'ailleurs, César finira assassiné, bien sûr, par les sénateurs qui ont peur qu'il devienne un dictateur, qu'il s'empare de tous les pouvoirs contre le pouvoir du Sénat. Et puis, il y a bien sûr euh, le titre militaire. C'est le général qui va contrôler le plus de force, qui va permettre d'obtenir le pouvoir. Suite à l'assassinat de César, arrivent ses deux plus fidèles lieutenants, Marc-Antoine et son neveu devenu fils adoptif Octave, vont s'allier pour éliminer tous ceux qui avaient assassiné César. Marc-Antoine va partir en Orient, il va épouser Cléopâtre et s'emparer de l'Égypte, et Octave va profiter de son éloignement pour lui enlever son pouvoir à Rome. Du coup, c'est la guerre civile, la troisième guerre civile, la guerre entre Marc-Antoine et Octave, qui se termine en 31 lors de la bataille d'Actium, 31 avant Jésus-Christ, où Octave bat Marc-Antoine. En plus de l'héritage de son oncle César, dont il est le fils adoptif, il prend le titre d'impérator, puisqu'il a gagné des batailles, notamment la bataille d'Actium. Impérator, en fait, veut dire général victorieux. Et en 27 avant Jésus-Christ, le tournant décisif, c'est effectivement que le Sénat lui donne le titre d'Auguste. Auguste en latin veut dire le plus illustre, c'est un titre religieux, et encore plus important, princeps, premier parmi les citoyens. Et effectivement, ce que met en place Auguste pour remplacer la République, pour mettre fin au désordre, c'est qu'il faut effectivement une tête, un cerveau, un princeps, et que la République soit le corps qui obéisse à ce princeps, à ce principe, on dirait en français. Grâce à ça, il va réussir à mettre fin à la guerre civile, en éliminant encore pas mal de gens qui lui sont opposés. Et pour maintenir la paix, pour être sûr qu'au cas où il soit assassiné, son œuvre continue, Auguste désigne déjà son successeur, Tibère, qui lui-même va désigner Germanicus. Et donc en réalité, le Principat, c'est quoi? C'est maintenir l'illusion de la République. On continue à écrire partout SPQR, SPQR, mais en réalité, ça transforme l'Empire romain en monarchie autoritaire sous contrôle de l'armée. C'est-à-dire que ceux qu'on appelle à tort les empereurs romains, puisqu'en fait impérator n'est qu'un de leurs titres, ils sont princeps, ils sont augustes, ils vont aussi tous s'appeler César comme s'ils étaient des descendants de César. En fait, c'est pourquoi on n'utilise pas le terme de roi, puisque c'est une monarchie, parce que le terme de roi à Rome était mal vu depuis les rois étrusques qui avaient été renversés, qui avaient mis en place, on avait mis en place la République pour les remplacer. Mais en réalité, c'est une sorte de dictature militaire, puisque pendant tout ce qu'on appelle l'Empire romain, ce qu'il faudrait plutôt appeler le Principat, eh bien, les militaires vont décider en effet du pouvoir, puisque ce sont les seuls qui ont la puissance nécessaire pour renverser éventuellement l'empereur, le princeps du pouvoir. Alors, un bâtiment très intéressant construit par Auguste entre 13 et 9 avant Jésus-Christ à Rome, c'est l'Arapakis, l'autel de la paix, qui est élevé sur le champ de Mars. Lorsqu'il est revenu victorieux, il y avait des rebelles en Espagne qu'il a vaincus. Et donc l'empereur, impérator, général victorieux, précède un cortège composé de membres de la famille impériale. Pourquoi Auguste insiste tellement sur la famille? Parce qu'il veut lutter contre le déclin démographique de Rome. Des prêtres, parce qu'il veut revenir à la pietas, à la religion traditionnelle. Pourquoi des magistrats et des sénateurs? Pour faire croire que c'est toujours SPQR. Et donc, on voit également l'influence de l'art grec, le classicisme grec, qui influence cette sculpture avec l'équilibre et le raffinement de sa composition. C'est l'art officiel comme propagande. Auguste veut favoriser la famille idéale. D'ailleurs, il va obliger les hommes de plus de 25 ans à se marier et va rendre le divorce plus complexe.
Donc Auguste apparaît en tant que pacificateur et en tant que réformateur de la société romaine. Ça ne fonctionnera pas vraiment. D'ailleurs, Auguste lui-même n'est pas un modèle puisqu'il va divorcer plusieurs fois. Du pain et des jeux. L'amphithéâtre est l'exact reflet de la société romaine. Comme dans un miroir, il en présente l'image inversée. Plus le spectateur est placé haut dans les gradins, plus il est bas dans la société. En effet, à l'intérieur de l'enceinte de Rome, qu'on appelait l'URBS, ce qui donnera le terme urbanisme en français, il y a toute une partie de la population, la plèbe, qui est oisive et qui ne fait rien de ses journées et qui survit essentiellement grâce au blé que la République lui procure à bas prix. Lorsque les tribus levées sur les peuples vaincus assurent la paix sociale, tout se passe pour le mieux. Avec le pain, le peuple jouit aussi des jeux généreusement organisés par les magistrats ambitieux. Plus on organise de jeux, plus on est populaire, plus les gens votent pour vous. Assis sur les gradins du cirque, le citoyen romain, même le plus pauvre et le plus misérable, peut avoir le sentiment d'être le maître du monde, en commentant les mérites de tel ou tel gladiateur, le gladiateur samnite, le gladiateur gaulois. Mais si à un moment la machine se dérègle, tout devient rapidement intenable. S'il manque de blé, la famine arrive, et quand la ville de Rome, qui à l'époque frôle déjà le million d'habitants, chaque mouvement de population, chaque émotion populaire peut avoir des conséquences incalculables. Le combat de gladiateurs organisé dans ces arènes, dans ces amphithéâtres, est à l'origine un combat qui s'inscrit dans un contexte funéraire. Quand les grands guerriers étaient enterrés, on trouve ça d'ailleurs dans le texte de l'Iliade, dans le chant 23 de l'Iliade d'Homère, déjà chez les Grecs, il y avait un duel qui était organisé en l'honneur du défunt. Ce ne sont pas les Romains qui ont inventé les gladiateurs. Tous les peuples autour de la Méditerranée pratiquaient ce même genre de combat rituel. C'était au départ un rituel religieux, funéraire, lors de la mort de quelqu'un. Ce que les Romains ne font, ils n'inventent pas les gladiateurs, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils modifient le sens du combat. Puisque dès le IIe siècle, ils vont donner à ce phénomène un caractère spectaculaire et massif. Avec la Rome conquérante, le gladiateur n'est plus un volontaire qui fait un spectacle lors d'un contexte, lors d'un rituel, mais c'est un captif exhibé pour la satisfaction de la foule qui vient assister à un spectacle. Et donc effectivement, ça change tout. Le gladiateur le plus célèbre de l'histoire, c'est Spartacus. Ce qui est spectaculaire chez Spartacus, c'est sa révolte. Les historiens antiques sont assez étonnants par rapport à cet esclave fugitif, puisque Spartacus se révolte et s'enfuit avec les autres gladiateurs où il était enfermé. Puisqu'évidemment, qui écrivait l'histoire de l'Antiquité, c'était les gens issus des élites, c'était les patriciens, les milieux aisés. Normalement, ils auraient dû détester Spartacus, puisque pour eux, l'esclavage, c'était normal dans la société, personne ne condamnait l'esclavage, et d'après la loi, un esclave n'est même pas une personne, mais une propriété privée, qui est soumise d'ailleurs à l'utilisation sans restriction, usus et abusus, de son maître. On peut tout faire de son esclave. Donc dans les faits, le maître peut frapper, utiliser son esclave à sa convenance, jusqu'à le tuer, le violer, et ce sans aucune conséquence juridique. Donc c'est assez bizarre parce que les historiens anciens qui parlent de Spartacus ont une certaine admiration pour ses actions. À travers toute l'histoire de Spartacus, c'est un héros qui a suscité 15 tragédies, 12 bandes dessinées, 11 films et 8 romans, jusqu'à l'heure actuelle en tout cas, plus ou moins. Et effectivement, évidemment, tous ces récits ont contribué à édifier une image mythique du héros, qui l'éloigne très souvent de la réalité historique. Spartacus est devenu plus un mythe qu'une véritable histoire. Pourtant, il y a un fondement historique. En 75-74 avant Jésus-Christ, les récoltes sont très mauvaises. Et trois armées en même temps sont en campagne. Toujours les armées romaines la guerre nourrit la guerre. Ce qui fait que pour nourrir ces armées, évidemment, il faut du blé, ce qui augmente le prix du blé. Et évidemment, la plèbe manifeste, n'est pas contente sur le forum, proteste contre le Sénat qui est dominé par l'aristocratie, par les patriciens. De plus, il y a énormément d'esclaves en Italie, la concentration des esclaves a augmenté et les traitements sont très très durs. Et il y a eu d'ailleurs des révoltes importantes avant celle de Spartacus. Par exemple, les deux plus grandes révoltes d'esclaves ont eu lieu en Sicile, en 139 et en 104 avant Jésus-Christ. À chaque fois, des dizaines de milliers d'esclaves se rebellent, s'organisent avec des chefs charismatiques qui entraînent Rome dans des guerres coûteuses. C'est ce qu'on appelle à Rome les guerres serviles.
Et lorsque Spartacus entre dans l'histoire, il déclenche, en fait, sans le faire vraiment exprès au départ, la troisième et dernière guerre servile, la guerre des esclaves. En effet, ce que Spartacus refuse, c'est de mourir une mort indigne. Mourir lors d'un spectacle comme ça dans une arène, c'est évidemment, c'est l'historien Appien qui raconte que Spartacus, en fait, a voulu s'évader pour cette raison-là. À partir de là, une fois qu'il s'évade, qu'est-ce qu'il faut faire? Partir le plus loin possible ou rester? Partir, c'est je veux dire, c'est risqué évidemment aussi. Quand on est enfermé comme ça et qu'on sait qu'on va mourir dans l'arène, rester esclave toute sa vie, pourquoi? Mais partir, c'est risqué. Les esclaves étaient torturés et étaient crucifiés. Et donc Spartacus décide de partir. Euh, Au moment où il se révolte, ce qu'il ne sait pas, c'est que l'année 73 avant Jésus-Christ est très très mauvaise pour Rome, parce qu'en fait les légions romaines sont très très loin, en train de se battre sur plusieurs fronts méditerranéens. Et donc Spartacus va profiter du fait que Rome ne peut lui envoyer que des troupes de réserve qui sont mal entraînées, et donc il va facilement les battre. Spartacus n'est pas, contrairement à la légende, un révolutionnaire. Son but n'est pas de changer la société. Euh, il est devenu un esclave, mais il a jamais voulu abolir l'esclavage. En fait, Spartacus est un guerrier, et Spartacus sait que quelqu'un qui perd à la guerre devient esclave. Point, c'est tout. C'est ce qui lui est arrivé à lui. Et c'est un guerrier redoutable, parce qu'effectivement, grâce à ses tactiques, grâce à son héroïsme, il va plusieurs fois affronter les légions de façon redoutable. Finalement, il va être défait, puisque Crassus, les légions de Crassus reviennent en 71 avant Jésus-Christ et capturent les 6000 esclaves de l'armée, survivants en tout cas à la bataille de, contre Spartacus, et ces esclaves vont être crucifiés tout le long de la route de Capoue, là où la ville dans laquelle ils se sont révoltés au départ, jusqu'à Rome. Crucifier 6000 esclaves fugitifs sur les 195 km de cette voie romaine qu'on appelle la Via Appia, ça fait une croix toutes les 30 mètres. Et donc ça a mis 5 jours à peu près pour atteindre Rome. La crucifixion, ou plutôt le crucifiement, car maintenant, comme il y a eu le Christ, crucifixion réservée au Christ, c'est un mode d'exécution qui était réservé aux non-citoyens, notamment les rebelles et les esclaves. Les Grecs ne connaissaient pas ce supplice, c'est les Perses qui l'ont transmis au royaume hellénistique, et les Carthaginois également l'ont utilisé, et les Romains ont copié à la fois des royaumes hellénistiques et des Carthaginois. Pour les Romains, c'est plus qu'une torture, c'est une malédiction parce que celui qui est supplicié meurt suspendu sans contact avec le sol. Et selon les croyances des Romains, l'homme qui meurt de cette façon ne peut trouver le chemin de l'au-delà, parce que ces mânes sont alors condamnés à errer sans fin. C'est-à-dire ces mânes, ces esprits. Après la révolte de Spartacus, les gladiateurs ne sont plus des esclaves condamnés à mort, mais de véritables professionnels. Ils ont signé un contrat d'engagement qui les place entre les mains de leur laniste, on dirait aujourd'hui leur manager. Ils combattent pour l'argent et pour la gloire. Le gladiateur va incarner les fantasmes d'une société où les citoyens sont de moins en moins contraints à la guerre. En effet, à partir de la fin de la République, les soldats sont des professionnels. Et donc, la violence, en fait, qui reste dans la société, c'est le courage des gladiateurs qui le montre. Et donc, les Romains peuvent admirer l'héroïsme de professionnels du combat spectacle. Les combats deviennent en fait moins sanguinaires qu'à l'époque de Spartacus, puisque ce sont de véritables vedettes, et donc qui coûtent très cher à l'entraînement évidemment, et les combats sont des spectacles, on dit bien les jeux et le cirque, les jeux du cirque, et donc effectivement, dans la plupart des cas, les combats ne sont pas mortels comme la représentation postérieure qu'on en a fait. L'amphithéâtre, c'est un lieu important, c'est un lieu d'échange entre le prince et la plèbe, une communion autour de la même passion qui fait qu'il y a une certaine cohésion sociale à Rome. Dans chaque cité, tous les Romains s'enflamment pour leurs stars de l'arène, qui sont évidemment un facteur de lien social parce que l'Empire romain est très multiculturel. Ils ont tous des religions différentes, ils ont des langues différentes, ils ont des cultures différentes, mais ils ont une passion commune qui est les spectacles de gladiateurs. Et donc les gladiateurs, après Spartacus, ne seront plus des pauvres victimes du sadisme des Romains,
ce sont les indispensables stars de l'Empire. C'est ce qu'on appelle l'opium du peuple, c'est-à-dire avoir une passion commune qui va permettre aux Romains, qu'ils soient pauvres ou qu'ils soient riches, d'avoir quelque chose de commun. On est tout à fait dans la propagande du divertissement. Du pain et des jeux, effectivement, c'est la base. Aucun régime politique n'a intérêt à avoir une trop grande partie de sa population instruite. Seule l'élite a accès à la connaissance qui est source du pouvoir. Il vaut mieux que la grande majorité s'intéresse effectivement au divertissement, s'intéresse au spectacle gladiateur, s'intéresse effectivement à tout ce qui peut l'éloigner de la connaissance pour effectivement permettre toujours à la minorité de diriger la majorité.